Bonjour, nous sommes le 30 mars, il neige et je commence à nouveau un petit peu de musique. Une musique cette fois-ci que vous ne trouverez pas sur l'internet. Figurez-vous que je me suis fait tirer les oreilles par monsieur YouTube parce que j'avais diffusé 20 secondes de musique commerciale avec le Génial Dre. Voilà, donc je ruse. Là vous avez entendu un petit morceau composé par l'un de mes fils et donc en dehors de tout champ commercial. Alors aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis un vieux maillot de foot des Pays-Bas ou de la Hollande. Et pourquoi? Parce que ce sera un cours consacré à Spinoza. C'est la 9e vidéo déjà. Alors, j'ai eu des messages par rapport au plan du texte, au plan du général du cours. Où en suis-je? Je suis toujours dans la première partie, le consacré au désir, et là c'est le grand 3. Bon. Je ferai certainement une version écrite de ce plan. Cette troisième partie se nomme la primauté du désir dans le sujet, primauté du désir dans le sujet, et elle sera entièrement consacrée, je pense qu'il y aura 3 sous-parties, à la personne de Spinoza, au personnage de Spinoza. Je vais faire une petite introduction sur précisément Spinoza. Spinoza, voici ses dates, est né en 1632 et il est mort en 1677. Je vous rappelle que Descartes est mort en 1650. Une des premières entrées dans le spinozisme, puisque Spinoza a donné son nom à sa philosophie plus tard, c'est son anticartésianisme, donc pour vous ça doit être utile, thèse, antithèse. Nous allons voir la manière dont également Spinoza critique le cogito. Mais avant cela, une brève présentation de la vie de Spinoza. D'abord son nom n'a rien de hollandais, puisque alors Spinoza écrit ses œuvres philosophiques en latin et sa correspondance souvent en néerlandais. Mais donc il a un nom espagnol et portugais, on ne sait pas très bien, mais il vient d'un milieu juif portugais. C'est un descendant des Maranes. Et par contre, lui, il est né à Amsterdam, en Hollande. Euh, c'est son père qui a dû fuir le Portugal pour des raisons politiques et religieuses, puisque Philippe II, le grand Philippe II, roi catholique, avait donné l'ordre à tous les juifs du Portugal, soit de se convertir au christianisme, soit l'exil, soit la mort. Et donc le père de Spinoza a pris ce parti de fuir, et donc il était à Lisbonne, et il a embarqué avec de nombreux autres juifs sur un bateau pour fuir à Amsterdam, où il y avait déjà une grande communauté juive. Ceux qui connaissent la ville d'Amsterdam aujourd'hui peuvent encore visiter le quartier juif d'Amsterdam. Bref, le père de Spinoza est un marchand, il fait des petits imports-exports. Bon. Et donc le petit Spinoza va vivre dans ce milieu juif et il va recevoir une éducation hébraïque très très forte. Hein. Donc il apprend l'hébreu, comme on apprenait également le latin. Donc il peut lire l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Talmud pour les Juifs, en hébreu d'une manière absolument libre. On verra que ça c'est très important. Et qu'est-ce que va-t-il lui arriver? D'abord, il va, après la mort de son père, il est l'aîné de la famille, il va diriger la maison paternelle pendant 2 ans, de 1454 à 1656. Donc il va reprendre la petite entreprise de son père, et ça ne l'intéresse pas du tout.
ça ne l'intéresse pas du tout. Il ne s'y retrouve pas et il va léguer l'affaire donc à sa sœur et à ses frères. C'est un premier moment d'affirmation d'une libération et d'une certaine forme de liberté qui est très importante chez Spinoza. Il va également être excommunié de la communauté juive, qui est un acte très fort. L'acte d'excommunication est terrible, c'est un texte terrible à lire, hein, qu'il soit brûlé, etc. Pourquoi est-il excommunié de cette communauté juive? Pour ses mauvaises fréquentations. Spinoza va se mettre à Amsterdam à fréquenter tout le monde, des fréquentations chrétiennes, et ce que la communauté juive nommait son initiation, une initiation aux sciences profanes, à la physique, à la géométrie, la métaphysique et bien sûr la philosophie. Spinoza va accepter, non seulement accepter cette excommunication, mais il va prendre ça pour une bonne nouvelle, à nouveau une nouvelle forme de libération. Et que va-t-il faire Spinoza? C'est un homme donc qui a tenté constamment d'affirmer sa liberté, sa libre pensée. Et la première liberté assurée, c'est l'économie. Donc, on connaît bien finalement la vie de Spinoza, on a plusieurs biographies, et donc Spinoza va s'installer à Amsterdam, une toute petite boutique. Il va être polieur de lentilles, c'est-à-dire opticien. Voilà ce qu'il fait durant la journée pour gagner sa vie. Et il va acquérir là une indépendance économique à laquelle il tient énormément. La journée, donc, il est opticien et le soir, il travaille à son œuvre philosophique. Spinoza va être relativement, même assez célèbre, hein, dès la publication de ses premiers écrits, et il va refuser tous les honneurs, tous les appels des grands de ce monde. Il veut demeurer indépendant. D'un point de vue politique, Spinoza est un partisan ardent d'une famille qui s'appelle les De Witt, Jan de Witt. Jan de Witt a été élu démocratiquement président donc, de la République des Pays-Bas, ces 7 provinces unies qui avaient arraché leur indépendance justement contre le royaume, l'empire de Philippe II. Donc Jan de Witt est à la tête d'un gouvernement démocratique très tolérant hein, jusqu'en 1672, donc 5 ans avant la mort de Spinoza. Spinoza, c'est un ami, peut-être pas un proche, enfin plutôt un proche mais pas un ami de Witt. Il est un petit peu dans les couloirs du pouvoir. On sait que De Witt prend conseil auprès de lui. Et que va-t-il se passer? D'où voici ce vieux maillot. Jusqu'en 1672, donc on sait que les Pays-Bas sont une démocratie, mais on sait qu'il y a des bruits, des rumeurs, comme quoi une ancienne famille qui a fondé tout un parti politique, la famille des orangistes, les Oranges, qui sont d'origine irlandaise, eh bien, cette famille très riche a le projet d'instaurer, de prendre le pouvoir, un coup de force, hein, de prendre le pouvoir pour mettre à bas cette démocratie. Donc ici, on a le passage d'un état de droit à un état de fait. Et Spinoza, donc, qui est dans l'ombre du pouvoir politique, a bruit de ces rumeurs. Et que va-t-il se passer en 1672 ? Eh bien, dans une nuit à Amsterdam, c'est vraiment dans la nuit, Spinoza entend des bruits de bottes, de l'agitation à l'extérieur, il a compris.
il a compris que effectivement le parti orangiste est en train de prendre le pouvoir, d'organiser son coup d'État avec des miliciens bien payés qui vont prendre tous les points stratégiques de la ville. Alors, vous vous souvenez, hein, philosopher, c'est pas simplement créer des concepts pour répondre à des problèmes, mais c'est agir. À l'époque, en 1672, Spinoza est en train de rédiger son grand livre qui s'appelle l'Éthique. J'aurai le temps de vous le remontrer. Et donc, il a déjà créé ses principaux concepts. Mais je reviens à cette nuit. Que faire, dit Spinoza? Spinoza a tout compris. Il est en robe de chambre. À la hâte, il rédige ce qu'il nomme des placards, des affiches, dont le titre est Les ultimes barbares. Les barbares sont de retour. Et de nuit, avec ces affiches qu'il a fait à la hâte, il sort, frappe aux portes des rues, en disant peuple d'Amsterdam, réveillez-vous. Cette nuit, vous êtes en démocratie. Si vous ne faites rien, demain matin, vous ne serez plus dans cet état de tolérance, dans cet état de droit, mais vous aurez une monarchie. Et donc Spinoza ne veut pas être passif. Vous voyez, il agit. Il agit alors que ce n'était pas du tout à lui de le faire. Il est en robe de chambre. On sait qu'il était un petit homme chétif, plus ou moins déjà malade. Ce n'était pas un soldat, mais néanmoins il sort. Et il va se faire repérer dans la nuit par des miliciens qui, à cheval, vont l'isoler et vont le tabasser et le laisser pour mort sur le trottoir. Spinoza va s'en remettre. Ça va précipiter un petit peu sa fin, puisqu'il va mourir 5 ans plus tard, très jeune. Il aura le temps de finir son grand livre, son chef-d'œuvre, qui est l'Éthique. Mais quand il va se remettre, avant de finir l'Éthique, il va rédiger un livre, un traité théologico-politique, où il se pose véritablement la question de ce qu'il a vécu, de ce coup d'État. Pourquoi les citoyens d'une démocratie n'ont-ils pas réagi? Comment expliquer leur passivité? Il est véritablement choqué. Choqué, parce qu'effectivement le coup d'État va réussir. Donc c'est la raison pour laquelle les maillots de football, enfin des sportifs hollandais encore de nos jours, sont orange, alors que les couleurs nationales sont comme celles de la France, bleu, blanc, rouge. Voilà pour l'histoire. Voilà pour l'histoire. Donc Spinoza va rédiger un traité théologico-politique dont je vous parlerai en partie plus tard, dans la troisième partie. Mais avant cela, donc, je vais présenter la thèse de Spinoza sur le désir. Ce sera le thème de la prochaine vidéo. Voilà, évidemment, nous terminons en musique et sortie fenêtre. Ah, il n'y en a plus de musique. Si.